Chers téléspectateurs de Canal Éducation, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission Feuille d'Histoire. Vous le savez sans doute, Feuille d'Histoire maintenant est devenue une émission incontournable dans le travail mémoriel et devoir de mémoire que nous avons entamé depuis quelques mois. Nous avons eu avec le professeur Sambaka, le docteur Sambaka, à passer en revue cette radioscopie du champ politique sénégalais de 44 à 62, avec comme épilogue naturellement l'éviction de Mamadou Dia en 62. Cette éviction a été donc notée à la suite d'un procès en 1963. Vous comprendrez donc tout de suite qu'on ne pouvait pas fermer cette parenthèse sans avoir l'éclairage d'une voix autorisée. Cette voix autorisée, naturellement, nous permettra donc d'aborder la dimension juridique de cette crise. Et cette voix autorisée n'est rien d'autre qu'aujourd'hui quelqu'un qu'on ne présente plus. Quelqu'un aimait rappeler une boutade ampoulée de Mamoussé Diagne qui, parlant de Ibrahim, disait « Il est impossible pour moi d'habiller un baobab ». Donc, M. Gueye, vous comprendrez que cet exercice de présentation que nous ferons tout à l'heure n'est qu'une esquisse, une tentative, mais déjà parce que vous êtes déjà connu et que vous avez naturellement alors plusieurs casquettes et un vécu qu'on ne présente plus. Mais nous allons simplement sacrifier donc à la tradition, pour ne pas dire au rituel, et essayer de faire une petite notice biographique vous concernant. Donc, agrégé en droit public et en sciences politiques, Babacar Gueye, le professeur Babacar Gueye, donc, est professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été membre de jury du concours d'agrégation en droit public du CAMES de 2005 à 2013. Longue 8 années de présence. En sus de ses travaux académiques, le professeur Gueye a mené plusieurs missions de consultation pour le compte d'État, d'institutions et d'organismes internationaux, d'ONG, d'organisations de la société civile, etc. Il a participé à la médiation en vue de résoudre la crise politique au Niger en 2010. Il est le directeur du Centre d'études et de recherche action sur la gouvernance et a présidé la Commission nationale des mécanismes africains d'évaluation par les pairs. Bonjour M. Gueye. Bonjour M. Bey. Tout le plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau de Feuille d'Histoire. Le plaisir est partagé. Donc je disais à l'entame que on ne peut pas parler de la crise de 62 sans avoir le point de vue d'un juriste éclairé. J'allais dire d'un constitutionnaliste parce qu'on parle de violation de la Constitution. Mais avant de démarrer donc cette discussion, la question est de savoir mais quelle a été la nature du régime juridique, du régime politique et juridique au Sénégal entre 60 et 62. Écoutez, entre 60 et 62, le Sénégal avait opté pour un régime parlementaire. Un régime parlementaire, je veux dire moniste. Régime parlementaire moniste. C'est-à-dire un régime parlementaire dans lequel le Premier ministre, à l'époque le président du Conseil, n'est responsable que devant l'Assemblée nationale. Il n'est pas responsable devant le président de la République. Donc il y avait une répartition des pouvoirs au sein de l'exécutif qui fait que nous avions une sorte de bipolarisation, une sorte de dualité au sein de l'exécutif. C'était un exécutif, on va dire, bicéphale. Il y avait deux têtes. Le président de la République qui était le chef de l'État,
qui était le symbole de l'unité nationale d'un côté, et de l'autre, le président du Conseil, qui était le chef du gouvernement et qui n'était responsable que devant l'Assemblée nationale. Il y avait une distribution des pouvoirs qui favorisait la primauté du gouvernement, du chef du gouvernement, au détriment du président de la République. Il n'exerçait pas la réalité du pouvoir. La réalité du pouvoir exécutif était entre les mains du président du Conseil. Donc cela nous pousse donc, plus concrètement, comment s'articuler cette cohabitation entre les deux hommes, entre Senghor, président de la République, et Mamadou Dia, président du Conseil? Il y avait une répartition des pouvoirs. La Constitution établissait une répartition du pouvoir à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, un exécutif bicéphale. Un chef de l'État, le président Senghor, qui était le chef de l'État et qui symbolisait l'unité nationale, mais qui n'exerçait pas de réel pouvoir, réellement le pouvoir exécutif. Et à côté, le président du Conseil, Mamadou Dia, qui lui détenait réellement le pouvoir exécutif, qui définissait la politique de la nation, qui la conduisait et qui avait le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, qui disposait de l'administration et qui pouvait également disposer de la force armée. Donc vous voyez un Premier ministre qui avait de réels pouvoirs, beaucoup de pouvoirs, et en face d'un président qui avait des pouvoirs sur le plan symbolique très importants, qui pouvait accréditer des ambassadeurs, qui pouvait nommer à certains postes de hauts fonctionnaires, étant entendu que cette nomination doit être contresignée par le président du Conseil. Et donc, un président qui n'avait pas de pouvoir, et je pense que le président Senghor va se rendre compte rapidement que dans la distribution du pouvoir sur le plan institutionnel entre lui et Mamadou Dia, il était quelque peu lésé. C'est Mamadou Dia qui avait le beau rôle, et donc il s'est évertué à changer les choses. Ce bipolarisme qui, à l'origine, ne devait pas être conflictuel, qui ne devait pas être concurrentiel, mais hiérarchisé en faveur du président du Conseil, va commencer à provoquer une tension entre les deux hommes, parce que le président Senghor ne pouvait pas se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes. Donc il fallait qu'il essaie de changer, de retourner la situation en sa faveur, ce qui fait que cette répartition des pouvoirs qui était quasiment parfaite, qui était claire dans la Constitution, va être pervertie par la pratique, par les rivalités personnelles qui vont naître entre le président Senghor et le président Dia. Et ces rivalités vont commencer dès 1961, où on va avoir une première crise entre les deux hommes, notamment à propos des orientations politiques qui avaient été choisies par le président Dia, qui lui privilégiait l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté économique. C'est presque un clin d'œil à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui eux aussi privilégient l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté économique, et ce qui n'était pas le point de vue de Senghor. Donc c'était clair, les rôles étaient bien définis, bien encadrés. Mais comme vous avez dit, dans la pratique du pouvoir, il y a eu donc, en tout cas, une volonté de Senghor de changer, n'est-ce pas, les règles du jeu. Mais dans la crise de 62, il y a un concept qui revient. Et on l'a aidé, je crois que ça a été au centre de toutes les accusations. La primauté du parti sur l'État, la primauté du parti dominant sur l'État. Mais qu'est-ce que c'est et d'où est née cette philosophie politique? Écoutez, cette philosophie politique,
on peut peut-être y voir une sorte d'influence à l'époque du marxisme-léninisme. Le marxisme-léninisme était triomphant un peu partout, surtout dans les pays sous-développés. Il y avait beaucoup de... Ce mouvement marxiste-léninisme est assez développé au sein de la ferme, dans les organisations d'étudiants en France. Il y avait beaucoup de... ces organisations étaient marquées par cette idéologie qui fait du parti le moteur de la politique, l'organe central, l'organe qui oriente la vie politique, l'organe autour duquel toute la politique doit être articulée. Et les pays africains se sont inspirés de ce point de vue, de ce concept développé par le marxisme-léninisme pour l'appliquer aux réalités africaines. Sans forcément adhérer au marxisme-léninisme, le président Senghor avait adopté ce point de vue-là, qui voulait que qu'il y ait un parti dominant, un parti qui exerce véritablement le pouvoir, qui oriente le pouvoir étatique, parce que, entre autres, il considérait qu'il valait mieux avoir un parti qui oriente, un parti contrôlé par lui-même et par ses amis politiques, d'avoir un parti qui va orienter, qui va inspirer la politique étatique plutôt que de se fier à l'État qui avait été laissé par le colon, par le pouvoir colonial. Il n'avait pas vraiment confiance en l'État laissé par le pouvoir colonial, cet État qui était marqué, qui était influencé par le libéralisme occidental, qu'il considérait comme n'étant pas conforme à la culture africaine. Et donc, cette défiance vis-à-vis de l'État légué par la colonisation va les amener à privilégier le parti politique. Très bien. Donc, c'est ça qui justifie historiquement alors donc cette philosophie politique qui voudrait que le parti dominant alors impulsa, n'est-ce pas, toute l'action politique. Mais est-ce que cette disposition, cette primauté, j'allais dire, était-elle compatible avec véritablement alors ce que je pourrais appeler les principes, n'est-ce pas, de la séparation des pouvoirs? Dans une démocratie déjà, dans un pays qui se réclamait déjà démocratique. A priori non. A priori non, parce que cette primauté accordée aux partis politiques remettait en cause, au fond, la distribution des pouvoirs au sein de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs est caractérisée par un certain équilibre entre les différents pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Or, ici, il n'était pas question d'équilibre, il était question d'une hiérarchie en faveur d'une institution qui n'avait rien à voir avec l'État, d'une institution qui est une association privée, parce que le parti politique est une association privée qui va dominer, qui va inspirer toute la politique étatique et dans lesquelles on va aller chercher toutes les ressources humaines vont être recherchées, on va les chercher dans le parti politique. C'est ce parti qui va orienter les politiques publiques, qui va même définir les politiques publiques à la place des institutions étatiques dédiées qui étaient réduites à un rôle d'exécutant, au fond. L'État,
le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif étaient confinés dans un rôle secondaire en faveur du parti politique. C'est-à-dire que la question maintenant est de savoir mais comment, dans un pays comme le Sénégal, où il y a une expression démocratique mais très vivifiante, on a connu le PRA, on a connu l'UDS, on a connu d'autres partis, mais comment on a pu laisser au parti État UPS alors d'exercer, je ne sais pas, en tout cas, de vouloir justifier juridiquement une disposition qui n'est pas dans la Constitution. Mais comment on peut expliquer cela? Vous avez raison de dire que cette disposition n'est pas dans la Constitution. La Constitution n'accorde aucun rôle, n'accordait aucun rôle à l'UPS à l'époque. La Constitution ignorait complètement l'UPS, mais malgré tout, l'UPS s'était imposé comme véritablement le moteur de la politique au Sénégal, de la politique même étatique. Mais cela vient du fait que l'UPS pouvait se targuer d'être, à l'époque, la seule force organisée qui avait une assise nationale, la plus grande assise nationale qui bénéficiait du leadership de deux leaders, notamment le président Senghor, le président Dia, le président Lamine Gueye, des leaders charismatiques qui en imposaient à tout le monde et qui en même temps aussi bénéficiaient d'une sorte de quasi-monopole de la représentation et qui avaient participé activement à la décolonisation du pays, qui pouvaient donc se targuer de cette légitimité, qui pouvaient bénéficier de cette légitimité historique qu'ils avaient pour s'imposer aux autres partis politiques. Ça dit que donc, en conclusion, on pourrait peut-être dire que cette pratique, en tout cas cette disposition tacite, est déjà un prémisse à une violation, j'allais dire même à une réforme ou bien à une disposition déconsolidante de notre Constitution déjà. Comme vous avez bien parlé de consolidante et déconsolidante. Pas vraiment, en tout cas dans l'esprit du président Senghor et de ceux qui le soutenaient. En réalité, cette façon de faire, le fait de privilégier l'UPS au détriment, y compris de l'État, était la meilleure façon d'arriver à préserver l'unité nationale. Préserver l'unité nationale, à faire en sorte que les ethnies, les clivages religieux, les clivages régionaux soient vraiment réduits au maximum pour aller vers un État stable, parce qu'ils considèrent que le Sénégal était encore en construction, la nation était encore en construction au Sénégal, et que privilégier une multitude de partis politiques pourrait remettre en cause cette construction nationale, la stabilité du pays. Donc c'est au nom de cette stabilité, recherche de stabilité du pays et de la réalisation de cette unité nationale que le président Senghor a privilégié un parti unique, un parti dominant en tout cas, sinon unique. Ça dit que quand on regarde un peu la trajectoire politique du Sénégal, je crois que quand même le Sénégal a eu peut-être un peu ce privilège d'avoir peut-être une trajectoire un peu linéaire, même si à l'interne on avait beaucoup de violence seulement pendant les échanges électoraux. Mais sinon, je crois qu'il y a déjà alors un embryon, n'est-ce pas, de nation avec un brassage de toutes les composantes qui étaient déjà perceptibles depuis très longtemps. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser que ce n'est qu'un prétexte pour dominer davantage, quoi? Ce que vous dites fait sens. Hein? On peut considérer dans un certain sens que c'était une manière pour le président Senghor d'exercer un pouvoir personnel. Parce qu'il avait été instruit par ce qui s'est passé entre 1957 et 1962, où il n'exerçait pas réellement le pouvoir
Et c'est quelque chose qu'il a mal vécu. Et d'ailleurs, qu'il va résumer dans une formule assez saisissante: deux alligators mâles ne peuvent pas cohabiter dans un même marigot. Voilà, pour lui, il fallait nécessairement que l'un des alligators prenne le pas sur l'autre. Et donc, cette conception personnelle du pouvoir, c'est quelque chose qui l'animait quand même, le président Senghor. Il ne pouvait pas envisager un seul instant de continuer à être un président de la République qui inaugure les chrysanthèmes, alors qu'il avait l'ambition d'exercer véritablement le pouvoir, puisqu'il se considérait comme le père de la nation. Je me souviens, moi j'étais encore un enfant quand on l'entendait parler, quand il annonçait qu'il était le père de la nation. Eh bien, il y avait cette volonté d'exercer un pouvoir personnel et de contrôler, mais en même temps, il y avait également la volonté de construire un État viable, de construire un État qui s'appuierait sur une unité nationale, un État uni, un État stable. C'est également quelque chose qui le hantait et qu'il a voulu réaliser. On dit souvent d'ailleurs ici dans les débats politiques que c'est Senghor qui a créé l'État sénégalais. Oui, je crois qu'on le dit souvent, c'est le père de la nation. Moi, je crois qu'il y a aussi, on peut dire, contrairement aux autres pays, le Sénégal, au moins, il y avait 3 pères fondateurs. Vous parlez de Lamine Gueye, de Mamadou Dia et de lui. Mais dans d'autres pays, on a vu quand même des leaderships incarnés par des personnalités uniques. Par exemple, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Niger, etc. Mais au Sénégal, quand même, on a comme l'impression qu'il y a eu comme un partage dans ce rôle de construction. Très bien. Maintenant que cela est maintenant campé, maintenant, quelles dispositions de la Constitution ont été violées lors de cette fameuse crise de 17 septembre 62? D'autant qu'on sait maintenant que la primauté du parti était consacrée, en tout cas de fait, sur l'État. Maintenant, n'empêche, le 17 décembre, il y a eu donc cette crise et comme motif d'accusation, il y a eu donc la violation de la Constitution par Mamadou Dia. Alors, plusieurs dispositions de la Constitution ont été violées, et par les deux. Par les deux à la fois. Par les deux principaux acteurs. Protagonistes, les deux principaux acteurs. Le président Mamadou Dia. Le président Mamadou Dia, lui, a mis à mal l'article 52 de la Constitution, l'article 52 qui réglementait la motion de censure. Et il a commis un abus de pouvoir en jetant en prison un certain nombre de députés. En réalité, les députés favorables au président Senghor avaient décidé de voter une motion de censure pour faire chuter le gouvernement de Dia. Le président Dia, l'ayant appris, a anticipé, les a précédés et a décidé d'interrompre, de ne pas permettre que la session parlementaire ne se tienne. Donc, comme il avait les forces armées qui étaient sous son autorité, il a fait venir des gendarmes qui ont, comme on l'a vu il y a quelques mois ici, qui ont empêché les députés d'entrer à l'Assemblée nationale pour procéder au vote de la motion de censure. Ce qui a obligé ces députés à se déporter, je crois, chez Lamine Gueye pour voter justement cette motion de censure. On a là considéré que le président Mamadou Dia avait outrepassé ses pouvoirs
avait violé la séparation des pouvoirs et avait tenté d'empêcher le fonctionnement régulier des institutions de la République, et notamment le fonctionnement d'une institution capitale qui est le pouvoir législatif. Et ses adversaires ont considéré cela comme un coup d'État. C'est de là qu'est née l'idée de l'accuser d'avoir tenté un coup d'État, d'avoir tenté un coup de force. Et le deuxième point, c'est l'abus de pouvoir lorsqu'il a fait arrêter un certain nombre de députés. Voilà ce que le président Dia avait remis en cause, la disposition constitutionnelle remise en cause par le président Dia, c'est l'article 52 de cette constitution. Le président Senghor, en revanche, lui, a remis en cause l'article 26. L'article 26. L'article 26 de la Constitution qui expose, qui prévoit les attributions, les compétences du Premier ministre et qui prévoyait que, au fond, le président de la République n'avait rien à faire dans le pouvoir exécutif, n'avait pas à interférer. Or, il a interféré dans le pouvoir exécutif, qu'il a condamné et il a pris un certain nombre de décisions en ce qui concerne ce pouvoir exécutif. Une des décisions qui est une violation également de la Constitution, c'est d'avoir nommé un chef d'état-major, le général Alfred Diallo. Lorsque le général Amadou Fall, qui était le chef d'état-major de l'époque, a décidé de ne pas interférer dans le conflit qui opposait Dia à Senghor, Senghor l'a démis de ses fonctions. Il a même été mis en arrestation et placé à Gorée pendant 60 jours. Il a été démis de ses fonctions et le président Senghor a fait venir le colonel Jean-Alfred Diallo, qui à l'époque était en France, qui est revenu d'Ardar et à qui il a confié la direction de l'armée du Sénégal. Alors ça, c'est une violation. C'est une violation de la Constitution et notamment des articles 24 et 26 combinés qui veulent que le président de la République ne puisse pas prendre une décision de faire une nomination de son propre chef. Il ne peut nommer un haut fonctionnaire ou un officier supérieur de l'armée que sur proposition du président du Conseil, ou en tout cas s'il le fait avec le contre-seing du président du Conseil. Or, il n'a fait aucun acte allant dans ce sens-là. Il a nommé de manière discrétionnaire, il a fait nommer Jean-Alfred Diallo. Il faut dire que le temps pressait, il fallait reprendre la main devant Mamadou Dia qui avait positionné les gendarmes à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale. Il fallait une riposte et c'est la riposte que le président Senghor a trouvée, mais cette riposte n'était pas conforme à la Constitution. Mais il y a d'autres dispositions de la Constitution qui ont été violées par le président Senghor. Il en a violé plus que le président Dia. Il en a violé plus que le président Dia. Et pourtant, lors du procès, le procureur général Ousmane Camara disait qu'il n'a jamais eu alors un coup d'État qui, de la part de Mamadou Dia, et je crois aussi Alfred Diallo dira plus tard que Mamadou Dia n'a jamais voulu faire un coup d'État. Donc je crois que, avec vos précisions donc, je crois que c'est maintenant clair que il y a eu un coup de force, il y a eu donc un duel, et Senghor a fini par prendre, n'est-ce pas, le dessus. Ouais. Mais en termes de violation, on peut considérer que lui-même a plus que violé que Mamadou Dia. Maintenant, beaucoup de Sénégalais profanes mais se posent la question, mais comment des députés peuvent alors voter une motion de censure en dehors de l'Assemblée nationale? Donc il y avait des dispositions constitutionnelles
qui faisait qu'en cas d'empêchement majeur, n'est-ce pas, cette décision pouvait se faire naturellement. Non, justement. Cette situation n'était pas prévue par la Constitution. Oui. Cette situation d'aller voter chez Lamine Gueye n'était pas du tout prévue par la Constitution. C'est pour ça que ce vote pose problème sur le plan du droit, parce que le cadre normal pour voter une loi, pour voter une motion de censure, c'était l'Assemblée nationale. Or, cet acte a été posé en dehors du cadre légal, du cadre normal. Bon, on peut peut-être l'expliquer par le fait que l'Assemblée nationale avait été fermée et que les députés ne pouvaient pas y accéder. Mais si on se place sur le point, d'un point de vue du droit, eh bien, cet acte pose problème à ce niveau. Il ne pose pas seulement problème à ce niveau, il pose problème à d'autres niveaux. Parce que normalement, lorsque vous voulez voter une motion de censure, il faut que au moins 10 députés, au moins 10% des députés portent cette motion de censure. Or, il n'est pas établi que c'était le cas. Il faut en plus que pendant 48 heures, il y ait des discussions. La motion de censure ne peut être votée qu'après 48 heures. Or, cette motion de censure-là n'a pas respecté le délai de 48 heures. Ensuite, il faut que nécessairement la motion de censure soit votée par la majorité absolue, des membres de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la majorité relative. Hein. On prend le nombre de députés à l'Assemblée nationale, ils sont 100, il faut que 51 au moins votent en faveur de la motion de censure. Et seuls les votes positifs comptant, ceux qui votent en faveur de la motion de censure, l'abstention n'est pas acceptée. Seul le vote positif est comptabilisé. Or, sur tous ces points-là, la motion de censure, donc, votée chez le président Lamine Gueye, a violé l'article 52 de la Constitution. Mais finalement, avec votre éclairage, il n'y a pas que donc Mamoudou Dia et Senghor qui ont violé la Constitution. Donc finalement, tous les acteurs l'ont violé, à commencer par le président de l'Assemblée nationale d'alors. Tous les acteurs ont violé la Constitution. C'est parce qu'en réalité, tous les acteurs ont mis en avant les considérations politiques au détriment des considérations d'ordre juridique et des considérations relatives à l'état de droit. Est-ce que ce n'est pas aussi l'effet pervers de la primauté du parti sur l'État? En quelque sorte, oui. Parce qu'à l'époque, ce qui était important, c'est la position du parti. Et en réalité, Senghor et Lamine Gueye ont bénéficié, au fond, de leur position majoritaire au sein de l'UPS. C'est cette position majoritaire qui va leur permettre de s'imposer dans l'espace politique. Ok. Donc on même disait que si on allait directement au bureau politique, Mamoudou Dia allait triompher. Mais c'est que les gens ont compris, c'est pourquoi ils ont précipité un peu cette motion, ce vote de la motion de censure, c'est le président, donc Lamine Gueye. Donc, aussi, on considère qu'il y a une violation par tous les partis. Et Senghor même en a plus que violé. Et maintenant, je voudrais maintenant enchaîner en posant peut-être cette question-là. Quelles sont après donc cette motion de censure qui a été votée, quelles ont été les nouvelles dispositions constitutionnelles pour que cela ne se répète plus? Parce qu'on se rend compte que Senghor dira plus tard, la primauté du parti, il a réaffirmé, mais dans la Constitution. Ça, c'est quelle construction? Non, la primauté du parti n'a jamais été affirmée dans la Constitution. Mais il dit, oui, primauté du parti, mais dans la Constitution. C'est ça sa formule. Il le dit quelque part. Là, est-ce que ce n'est pas une subtilité oratoire, tout simplement? C'est peut-être une subtilité oratoire. La primauté du parti dans la Constitution, je n'arrive pas à le concevoir. On ne peut pas, le parti, la Constitution de l'époque ne citait même pas, ignorait
les partis politiques. La Constitution de 1962, c'est le président Senghor, dans sa conception de l'exercice du pouvoir, de l'action politique, qui voulait accorder une primauté aux partis politiques et qui a parfaitement réussi en se fondant essentiellement sur la légitimité du parti. Parti qui tirait sa force, qui tirait la justification de sa primauté sur sa légitimité. Par sa légitimité, parce que c'était le parti le plus représentatif au Sénégal. C'était le parti qui condensait le plus presque toute l'élite était dans ce parti politique. C'est le parti qui contrôlait l'administration, qui contrôlait la justice. Eh bien, ce parti, il était omnipotent. Senghor a construit un parti omnipotent qui contrôlait y compris l'État, qui guidait l'État. L'État était au service, au fond, du parti politique. L'État se contentait d'exécuter les décisions du parti politique et qui était à la tête de ce parti politique, c'est le président Senghor. Très bien. Donc c'est Senghor le maître... C'était le maître du jeu. Maître du jeu, très bien. Maintenant qu'après cette crise, on a assisté à une réforme constitutionnelle en 1963. Est-ce qu'on peut revenir sur ces grandes idées, cette réforme de 63? Alors cette réforme de 63 va tirer les leçons des faiblesses du régime parlementaire. Faiblesse du régime parlementaire. Et cette réforme va complètement, avec cette réforme, on va complètement passer du régime parlementaire à un régime présidentiel fort. Ce que le président Senghor a voulu imposer à la faveur de ce conflit qu'il a opposé au président Mamadou Dia, c'est un régime présidentiel fort avec un seul chef à bord. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait résumé son combat contre Mamadou Dia par cette formule de alligator mâle ne peut pas cohabiter dans un même marigot. Eh bien, en réalité, c'est ce qu'il va réaliser en 1963 en mettant en place un régime présidentiel extrêmement fort où le président est la clé de voûte de toutes les institutions. Tout converge vers le président. Il a tous les pouvoirs. Absolument. Il est le chef du parti quasi unique. Il est le chef du gouvernement. Il est le chef de l'État. Tous les pouvoirs qui avaient été dévolus au président Mamadou Dia, finalement, il les récupère à travers cette constitution de 1963 qui met en place un régime présidentiel fort qui, avec le phénomène majoritaire, le fait qu'il est en même temps chef du parti et chef de l'État, qui va finalement dériver en régime présidentialiste. Un régime présidentialiste, c'est un régime avec les pouvoirs personnels du président de la République, un régime autoritaire au fond. C'est un régime autoritaire que nous allons avoir à partir de 1963. Donc c'est ce que peut-être les Abdoulaye et autres constitutionnalistes appellent un hyper présidentialisme au Sénégal. C'est le début du présidentialisme au Sénégal. C'est depuis lors que nous avons du mal à nous débarrasser de l'hyper-présidentialisme au Sénégal. Mais justement... Ça remonte à 63. 63. Maintenant, avec le temps, on a peut-être vu qu'il y avait plus de mal peut-être que de vertu, en tout cas, dans ce régime hyper-présidentialiste que nous constatons. Maintenant, pourquoi dans les différentes révisions constitutionnelles, on n'a pas pris en compte cette volonté alors de changer les choses? Parce qu'on sait qu'au fond, c'est un frein aussi à l'expression. C'est à la fois un frein, d'un côté, c'est un frein à l'expression de la liberté, des libertés démocratiques, c'est vrai, mais de l'autre, c'est un moyen pour ceux qui soutiennent
ce type de régime un moyen d'accélérer l'unité nationale, de préserver l'unité nationale et d'accélérer le développement. C'est la théorie des développementalistes. On ne se préoccupe pas trop des droits et libertés, mais on fait un focus sur l'efficacité et sur le développement du pays. Et donc, il y a le pour et le contre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idéologie. À mon avis, il est parfaitement possible d'avoir le développement dans le respect des libertés, dans le respect du pluralisme. Mais à l'époque, il faut tenir compte du contexte de l'époque. Alors, la guerre froide, les menaces, comme ils disent. Voilà. Et le fait que nous étions un pays qui venait juste d'accéder à l'indépendance, qui était en transition, où il n'y avait pas, les élites n'étaient pas encore suffisamment nombreuses, où il n'y avait pas encore suffisamment de ressources humaines capables de porter le développement. Tout cela peut-être les a incités à privilégier ce type de régime plutôt qu'un régime démocratique. Oui, finalement, parce qu'à l'analyse, on se rend compte que mais malgré tout, on n'est pas encore allé très loin. Peut-être que dans le cadre de la constitution de l'État, oui, ça c'est des acquis pour le Sénégal. Mais du point de vue maintenant développement économique, je crois que quand même il y a beaucoup de ratés. Absolument. L'histoire ne leur donne pas raison. Absolument. L'histoire ne leur donne pas raison. Et je crois que cette omnipotence, Senghor d'ailleurs finira par payer les pots cassés. Parce que je crois que finalement, en 80, il est obligé de... Il est obligé de partir. Partir. Parce que, voilà, il n'a plus les moyens intellectuels et physiques de continuer à exercer le pouvoir. Malgré la restauration du poste de Premier ministre en 70. Voilà, il va restaurer, parce qu'à partir de 1970, il se rend compte qu'il est temps de restaurer le poste de Premier ministre, mais tout en gardant encore des pouvoirs extrêmement importants. Malgré tout, le régime reste présidentiel. On dirait fort. Il a aussi beaucoup poussé Senghor à se délester un peu de ces surcharges-là. Parce qu'il en a trop souffert et le pouvoir était dans la rue. Absolument, parce que lorsque vous êtes dans un régime présidentiel, vous êtes en première ligne. Vous n'avez pas de paravent, vous n'avez pas de bouclier pour vous protéger, alors que dans un régime où il y a un Premier ministre, le Premier ministre sert de bouclier. On ne touche pas le président de la République. Il faut d'abord passer par le Premier ministre. C'est le fusible. Le Premier ministre est le fusible. Et le président est protégé. Donc il avait besoin de protection. Il faut dire qu'il commence à prendre de l'âge à partir de 1970. Et pourtant, donc on dit qu'il était simplement resté dans sa logique parce qu'au moment des indépendances, lui, il voyait l'indépendance dans les horizons de 1980. En 1960, déjà, il pensait qu'il faut peut-être encore rester 20 ans pour véritablement accéder à l'indépendance. Ça, c'est une version que certains ont pu avancer. Mais revenons un peu à cet épisode de 62. Le procureur général, malgré tout, dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État, mais les charges sont lourdes. Ne pensez-vous pas que s'il y avait, alors dans le code pénal sénégalais d'alors, la peine de mort, est-ce que vous ne pensez pas que Mamadou Dia serait simplement alors jugé à l'aune de cette loi de peine de mort? J'avoue que je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est vrai que la peine qui a été prononcée à l'époque était suffisamment lourde. Hein. Elle était à perpétuité. Il n'était même pas nécessaire, avec une telle peine, de prononcer la peine de mort. Je crois que ça suffisait largement. C'était déjà beaucoup trop lourd. Et peut-être que le procureur de l'époque n'aurait pas supporté quand même une peine de mort. Je ne pense pas que la Constitution, en tout cas, ne prévoyait pas de peine de mort pour ce genre d'acte, pour ce genre d'infraction. C'était pas la Constitution ne prévoyait pas la peine de mort.
C'est pourquoi donc une peine de mort ne sera pas prononcée contre Mamadou Dia. Mais la qualification de coup d'État elle-même pose problème. Je suis tout à fait d'accord avec le procureur de l'époque que ce n'était pas un coup d'État. Il n'y avait pas la volonté de prendre le pouvoir. C'est lui qui avait le pouvoir. Il avait déjà le pouvoir, il n'avait pas besoin de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir. Non, ça tombe sous le sens. Absolument, très bien. Maintenant, il y a aussi une préoccupation, beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas, mais pourtant dans la Constitution de 1933, le multipartisme n'a pas été supprimé. Mais on a du mal à voir un multipartisme fonctionnel au Sénégal. Mais qu'est-ce qui fait qu'après cette crise, les partis politiques ont tout simplement disparu? Et pourtant, la Constitution ne prévoit pas leur disparition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela? Le caractère astucieux du président Senghor, il a tout simplement rendu quasiment impossible la constitution de partis nouveaux. Ensuite, il a auparavant fait en sorte de pouvoir unifier tous les partis politiques. Il a absorbé, il a pratiqué une politique d'absorption de la plupart des PRA, Sénégal, BDS, etc. Il y a une politique d'absorption des partis politiques. Phagocytose, quoi. Phagocyter les partis politiques qui existaient, qui sont venus le rejoindre au sein de l'UPS. Ensuite, il a verrouillé en exigeant que pour créer un parti politique, il fallait nécessairement adhérer au socialisme africain. C'est un préalable. C'est le préalable. Si vous n'adhérez pas au socialisme africain, vous ne pouvez pas créer de parti. Et donc, la plupart des partis, des groupuscules qui existaient ont été déclarés illégaux. Et de la sorte, il a pu imposer la présence du parti unique. C'était un parti unique de fait, en réalité, qu'on a eu durant cette période-là. Parce que simplement, on a dû corser. Alors, on corse les conditions pour créer un parti. Et le préalable, c'est déjà d'adhérer au socialisme africain. Voilà. Si vous ne remplissez pas cette... Voilà. Alors, cette disposition, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas créer de parti. Ok, très bien. Donc ça, je crois que c'est un éclairage important parce que beaucoup de Sénégalais se posent la question, mais pourtant, on ne voit pas dans la Constitution 103 l'introduction des partis politiques, mais on continue, à partir de cette date-là, à parler de parti unique au Sénégal. Donc c'est cette disposition qui explique en fait qu'il y ait, alors que le parti unique IPS-PS, quoi. C'est l'astuce qui a été trouvée pour empêcher. Donc, on va présenter une face lisse, démocratique en apparence, puisqu'on admet le pluralisme, mais par en dessous, on crée les conditions pour que le pluralisme ne puisse pas exister. C'est une modalité un peu de la démocrature. La démocrature, oui. Ça veut dire la démocrature? Cela veut dire il y a les conditions, les critères pour avoir une démocratie sont là, mais dans la pratique, il est impossible d'accéder à cela, à certaines exigences pour être une véritable démocratie. Et très bien. Donc, c'est une astuce pernicieuse tout de même. C'est pernicieux, mais c'est... Bon, d'aucuns diront, c'est la politique. C'est la politique. Et il a fallu donc attendre 1974? Il a fallu attendre 1974 pour avoir la première ouverture démocratique. Et pour cela, il a fallu que le président Abdoulaye Wade soit passé par une ruse lui aussi, parce que le président Senghor ne voulait pas entendre parler de parti d'opposition. Quelle était sa ruse a été de dire qu'il créait un parti de contribution. Mais d'après certaines sources, la création du PDS se justifierait par le fait que Doudou Thiam et Cheikh Fall d'Air Afrique oui, voulaient créer un parti politique et avaient un peu le soutien du milieu mouride. Abdoulaye Wade a tout de suite compris
Et il est parti rejoindre Wade à Mogadiscio où se tenait alors la conférence de l'OUA avec l'aide de certains, dont le président Niass. Une audience a été accordée et, comme vous dites, la ruse, c'était de dire, moi, je crée un parti de contribution. Et donc, c'est ça, cette ruse-là, qui a permis donc à Abdoulaye Wade de créer le PDS officiellement. Voilà. Mais un petit constat. Je vois que dans la création des partis politiques sénégalais, la région de Kaolack, notamment le Sine Saloum, a joué un rôle très important. Beaucoup de partis se réunissaient alors au Sine Saloum. Mais est-ce que vous pouvez, c'est vrai, c'est pas peut-être le rôle du constitutionnaliste, mais Oui. est-ce que vous en avez une explication un peu? L'explication que je tente, hein, une explication que je peux peut-être trouver à cela, c'est que la région de Kaolack était une région très importante sur le plan économique. C'était vraiment la capitale du bassin arachidier. Et Kaolack a sécrété beaucoup d'hommes politiques de grande envergure. Et Kaolack était à l'époque rayonnant. À part Dakar, c'était Kaolack. Kaolack était la ville la plus rayonnante à l'époque. Et Kaolack avait réussi à mettre en orbite des hommes politiques, une bonne partie de l'élite, les Babacar Ba et autres, Ibrahima Seydou Ndaw, voilà, tous ces hommes politiques de grande envergure étaient de Kaolack. Parce que même la déclaration des 12 qui allait porter le BDS à Thiès est née de Kaolack. C'est ça. Je crois que donc peut-être c'est ça qui explique un peu que Kaolack a toujours joué ce rôle-là, quoi. Dans, je ne sais pas, dans l'incubation et la naissance des partis politiques au Sénégal. Très bien. Pensez-vous, avec le recul, est-ce que Dia a eu à bénéficier d'un procès équitable? Je ne pense pas, puisque le procureur lui-même a avoué lors du procès que ce n'était pas un coup d'État. Et tout l'argumentaire du président Senghor et de ses partisans était de dire que Dia avait perpétré un coup d'État, avait remis en cause le fonctionnement régulier des institutions et méritait donc d'être puni pour cela. Or, rien de cela n'avait été étayé par le procès. Et comme on le dit dans l'adage des juges, notamment des procureurs, le procureur dit souvent que la plume est serve, mais la parole est libre. Et ce jour-là, le procureur Ousmane Camara avait parlé librement, avait dit vraiment ce qu'il avait sur le cœur, ce qu'il pensait réellement, qu'il n'y avait pas eu de coup d'État. Et puis, bon, ce procès, il est arrivé alors que les procédures judiciaires, les procédures qui devaient être enclenchées avant ce procès n'avaient pas été respectées. Donc on est allé à ce procès dans la précipitation. Tout a été fait dans la précipitation. Et dans ces conditions, il n'était pas possible de prendre en compte réellement les droits du président Dia. Ouais. Quel impact cette crise a eu sur les libertés au Sénégal? En fait, l'impact de la Constitution 103. Ah oui, un impact important. Réduction des droits. Les droits ont été réduits à leur strict minimum. Moi, je m'en rappelle parce que j'étais encore enfant. Je me souviens que le droit de se réunir, les réunions étaient interdites et beaucoup de partis politiques étaient entrés dans la clandestinité parce qu'ils n'arrivaient plus à s'exprimer librement. Et souvent, ces partis s'exprimaient parfois en allant dans des lieux publics. Vous allez dans un lieu public et vous déposez vos tracts
ou vos déclarations, ensuite vous disparaissiez. Il y avait, la police surveillait les mouvements de tous les opposants déclarés. Tout le monde était surveillé, chacun avait peur. La peur, il avait réussi véritablement à installer la peur et personne n'osait enfreindre les dispositions réglementaires qui étaient adoptées par l'État. Même les séances de tam-tam duraient un temps limité. À 18 heures, tout le monde devait arrêter. Et, vraiment, il y a une psychose, toute la vie politique était contrôlée, surveillée. Il y avait un contrôle extrêmement puissant et tous les opposants déclarés étaient souvent arrêtés, accusés à tort ou à raison parfois et jetés en prison. Donc c'était véritablement un régime répressif que nous avons de 1963 à 1974. Donc, quel a été l'impact de la crise sur les libertés publiques au Sénégal? Alors, cette crise, en tout cas, la Constitution de 1963 qui est adoptée en 1900, après le procès et la pratique politique en vigueur dans cette période-là révèle un rétrécissement des libertés. Liberté de réunion, liberté de parole. Toutes les libertés étaient contrôlées, étaient sous contrôle. La police était veillée au grain. Et les opposants étaient traqués et jetés en prison. Et donc, durant cette période, beaucoup de partis d'opposition sont entrés dans la clandestinité et s'exprimaient par voie de déclaration de traque qu'ils arrivaient à déposer dans des endroits fréquentés par les citoyens. Et également, durant cette période, on a assisté à une sorte de résistance passive des populations. Les gens se taisaient. Les gens se taisaient, n'osaient pas parler, en tout cas n'osaient pas parler en public. Et il y avait une véritable psychose. Ils avaient réussi à installer la peur chez les Sénégalais qui sont connus pour avoir la propension à s'exprimer. Donc, Senghor a eu quand même réussi il avait réussi ce coup-là, et que finalement, c'était l'omerta. Ouais, c'était l'omerta. Les Sénégalais se taisaient, ne parlaient plus, mais en même temps... S'organiser. Mais en même temps, le Senghor considérait cela un peu comme véritablement la condition pour aller vers un véritable développement du pays. Mais je ne suis pas certain que ce soit une réussite. C'est une réussite, malheureusement. Je crois qu'il y a eu donc cette illusion de la pensée unique. Voilà. Parce que finalement, on s'est rendu compte même plus tard, ils légiféraient partout, même en orthographe, comme disait quelqu'un. Alors non, on doit mettre 2D, on ne doit pas mettre 2S, 2G, etc. Finalement, donc... il était omniprésent. Omniprésent. Et gêné aux entournures, comme on dit. Très bien. Senghor, donc, qui a les pleins pouvoirs, qui pensait peut-être alors dominer un peuple, pourtant qu'il connaît bien, mais qui sera surpris par les événements de 68. Ouais. Et aussi va secouer durablement son pouvoir. Ouais. Et je crois que c'est au sortir de cela qu'il instaura donc le poste de Premier ministre. Ouais. Malheureusement aussi, les échecs se multiplient parce qu'il y a ici les cycles de sécheresse. Et il finira donc par faire ce qu'on appelle l'ouverture démocratique, mais limité à 4 courants. Est-ce qu'on peut revenir sur ces 4 courants rapidement? Oui, il a d'abord commencé par
Pas même 3 courants. Par 3 courants. Par 3 courants. Dans un premier temps, en 1974, ces 3 courants, le Parti socialiste, parce qu'il a pris la place, la dénomination de Parti socialiste, le Parti communiste qui était symbolisé par le PAI et le PDS qui symbolisait le libéralisme. Il voulait 3 courants dans un premier temps. Et en 1976, il a élargi ces 3 courants en un 4e courant qui était le parti conservateur, celui de Boubacar Gueye, de Maître Boubacar Gueye. Et donc en 1976, donc, on est passé à 4 partis. 4 courants. 4 courants, oui. Et tout cela va être complètement élargi en 80, fin 80, lorsque le président Abdou Diouf accède au pouvoir. A pris, n'est-ce pas, les rênes. Voilà. Très bien. Il libéralise complètement l'espace politique. Très bien. Maintenant, on pourrait peut-être très rapidement aborder une ou deux questions. C'est-à-dire que nous enseigne cette crise de 62 sur les rapports entre légalité, légitimité et pouvoir politique. Quelle est votre lecture sur ce triptyque-là? Alors, ce que ces événements de 62 nous enseignent, c'est que il n'est pas possible de se contenter uniquement de la légalité constitutionnelle pour pouvoir exercer le pouvoir dans l'harmonie et dans la quiétude et obtenir un exercice dans le cadre d'un État stable. Et de la même manière, il n'est pas possible de se contenter uniquement de la légitimité. La légitimité ne suffit pas. La légitimité, c'est un peu l'acceptation du pouvoir par les destinataires de ce pouvoir, par les populations, les citoyens. Cela ne suffit pas. Parce que si vous fondez uniquement sur la légitimité, vous pouvez violer la règle de droit. Vous pouvez violer le droit en vous targuant, en vous fondant sur cette légitimité. Vous pouvez remettre en cause le droit. Par exemple, la suprématie de l'UPS durant cette période était fondée sur la légitimité de l'UPS, mais au détriment de la règle de droit. Alors, je crois qu'il faut une combinaison des deux, légalité et légitimité, pour arriver à avoir un pouvoir constitutionnel stable. Très bien. Donc, je crois que c'est une dynamique et chaque partie informe l'autre. Et que ça doit se passer en toute intelligence. Une toute dernière question avant votre mot de la fin. N'est-il pas aujourd'hui justifié de penser à une révision du procès, selon vous? Est-ce qu'il est possible de faire une révision à titre posthume, en règle de droit? Est-ce que le président Dia était favorable à cette révision? Non, lui, il avait clairement, je crois même, je ne pense pas. D'après certains, refusé la proposition de Voilà, je crois qu'il faut respecter la mémoire de Dia, parce qu'il avait pardonné. Je crois l'avoir entendu dire une fois qu'il avait pardonné et qu'il éprouvait le même amour à l'égard de son bourreau, du président Senghor. Et je crois qu'il faut peut-être respecter sa mémoire en laissant les choses en l'état, en ne révisant. Mais en même temps, peut-être qu'un jour, ses petits-fils voudront une révision du procès. Ses petits-fils ou ses enfants voudront une révision du procès et on ne pourra pas le leur interdire. Très bien, parce que je crois que aussi, en tout cas, comme on dit souvent de façon triviale, l'avenir soit du passé. Ouais. Et que le passé doit servir de leçon pour le futur. Absolument. Là, peut-être on est dans une spéculation, on verra ce que l'histoire nous réservera. Absolument. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est peut-être vous remercier une fois de plus de m'avoir permis de venir dans vos locaux que je découvre
et de m'avoir permis de m'exprimer sur un sujet que les Sénégalais ne connaissent pas assez bien et qui permet de jeter un éclairage sur ce qui se passe en ce moment, de se projeter sur ce qui se passe en ce moment, parce que nous avons une expérience en cours qui devrait pouvoir s'inspirer de ce qui s'est passé en 1962 pour essayer de tirer le meilleur profit de cette histoire de la crise de 1962. Merci beaucoup. Très bien, donc tirer les leçons de ce qui s'est passé en 62 permettrait certainement, en tout cas, d'anticiper. Si les leçons, les enseignements de la crise de 62 permettraient certainement d'éviter, en tout cas, ce que certains pourraient appeler, alors peut-être de façon pessimiste, le remake de 62. Le syndrome de 62. Alors donc, merci M. Gueye de nous avoir permis alors ces instants d'entretien, d'échange, parce que au moins, je crois qu'au sortir de cet entretien, beaucoup de Sénégalais alors auront une autre lecture des événements de 62 et surtout les éclairages que vous avez apportés sur des zones d'ombre qui paraissaient finalement obscurcir tout cet horizon-là. Parce que finalement, on parle de primauté du parti, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, il n'y a pas de coup d'État, il y a coup d'État. On se rend compte que finalement, tous les acteurs ont violé, n'est-ce pas, la Constitution et le principal accusateur a plus violé que l'accusé. Donc, je crois que j'ai comme l'impression, pour terminer sur cette note, que c'est une sorte de jurisprudence avec la tenue de l'Assemblée nationale hors du temple. En tout cas, la motion de censure votée hors, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. C'est une première. Et au Sénégal, en tout cas, est-ce qu'il est fréquent de voir ça dans le monde? Je n'ai jamais vu ce genre de situation, je n'en ai pas entendu parler. Très bien, donc c'est surtout sur cette note-là, nous l'avons toujours dit. Alors, le but recherché à travers nos échanges, c'est surtout alors de faire ce travail mémoriel et le devoir de mémoire pour que nos citoyens, concitoyens, puissent aussi apprendre de ce qui s'est passé dans notre pays, une jeune nation qui date de 62 en tout cas, notre accession à la souveraineté internationale. Nous n'avons pas le droit alors de taire ou bien d'enterrer des moments cruciaux de notre histoire. Il faut connaître son histoire pour comprendre le présent. Je crois que c'est surtout cela. C'est en tout cas c'est à quoi nous évertions de faire pour que tous les Sénégalais, en tout cas, puissent connaître leur histoire et apprendre de nos erreurs pour éviter alors de les répéter dans le futur et dans le présent. Donc d'ici là, nous vous exhortons en tout cas à continuer à suivre le programme de Canal Éducation. Merci, à la prochaine.